resté pour la dernière session du symposium. Et je vais commencer par remercier les organisateurs de ce symposium de m'avoir demandé de modérer cette session sur l'intégrité scientifique et la qualité par conception en santé publique. Comme j'ai le micro, je vais en profiter pour les deux ou trois mots. Déjà commencer par remercier toutes celles et tous ceux qui ont mis ne serait-ce qu'une petite patte dans l'organisation de toute une année de manifestations à l'occasion de 20 ans de l'ISPEC. Et ça a été un grand succès, et c'est beaucoup dû à eux. Et je voudrais également, comme toujours, dès que j'ai l'occasion, de remercier Roger Saron et Gaspard, sans qui beaucoup d'entre nous ici ne seraient pas là. Et je voudrais saluer les deux directeurs, le directeur et la directrice qui lui ont succédé, Rachid Sani et Geneviève Chek. Et maintenant, revenons à la session. On a la chance d'avoir un orateur fantastique qui est le professeur Pierre Corvol. Le professeur Pierre Corvol est médecin et spécialiste dans le domaine des régulations endocriniennes de la tension artérielle et de l'hypertension. Il a été l'administrateur du Collège de France jusqu'en 2012. Il a obtenu parmi tant de prix le grand prix de la recherche médicale de l'INSERM. Et il est, j'ai noté, il est officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du mérite. Et en 2016, le gouvernement lui avait demandé de faire un rapport sur l'intégrité scientifique. Il a rendu ce rapport et une des recommandations du rapport a permis de créer en 2017 l'Office national de l'intégrité scientifique. Aujourd'hui, déjà on le remercie d'avoir accepté l'invitation. Et aujourd'hui, il va nous parler de confiance, de doute, de scepticisme en science. Je crois que c'est Claude Bernard qui disait qu'il faut douter, mais ne point être sceptique, parce que le sceptique, il ne croit pas en la science. Et donc, on va voir ce que le professeur Pierre Corvol va nous dire sur la confiance, le doute et le scepticisme. C'est très gentiment d'introduction. Excusez-moi, je dois être un peu à faune. Il fait un temps bizarre à Paris et les vieux ne sont pas prémunis d'une immunité antivirale qui les protégerait de tout, même s'ils tiennent encore à peu près debout. Donc, merci de votre invitation et merci parce qu'après tout, je pense que vous avez souhaité, à la fin de ces 2 jours qui célèbrent ce 20e anniversaire, bon anniversaire, vous avez souhaité insister sur certains aspects, je dirais, éthiques, de reproductibilité des résultats, de sérieux des recherches en ce qui concerne votre discipline, mais toutes les disciplines scientifiques. Et effectivement, ce que je voudrais voir avec vous, c'est ce qui, à l'heure actuelle, dans notre société, peut poser problème en matière de confiance, de défiance, de doute et de scepticisme dans les sciences. En fait, c'est une question qui se pose relativement récemment. Regardez, finalement, au début du XXe siècle, Henri Poincaré, le mathématicien, disait « il ne peut pas y avoir de science immorale ». Pour lui, il disait que nous sentons que nous travaillons pour l'humanité et l'humanité nous devient de plus en plus chère. Et il allait même jusqu'à dire que la science peut jouer un rôle important dans l'éducation morale. On en est loin. Et il disait, en cas tout à fait improbable de conflit de devoir, on doit s'en rapporter à sa conscience et que toute intervention légale serait inopportune et un peu ridicule. Donc, si vous voulez, au début du XXe siècle, on avait la notion d'une science attractive, belle, universelle, pure, conquérante, jalouse de son indépendance,
Ça, c'est la science avec laquelle, je crois, nous sommes nés en quelque sorte. En tout cas, jeunes, nous n'avons pas pu imaginer que la science puisse être pervertie. Et d'ailleurs, les Français à l'heure actuelle, dans les derniers sondages, s'intéressent à l'actualité des sciences. Ils la mettent pour 2/3 d'entre eux, juste après l'actualité internationale et avant les actualités culturelles et politiques. Et de fait, la société attend beaucoup, on va le voir tout à l'heure, en matière d'innovation, d'expertise, avec naturellement le respect a priori de l'expert qui doit être indépendant et dénué de conflit d'intérêts, et le public attend énormément, notamment pour tout ce qui est évaluation des risques. Mais en même temps, la science a une autre facette. D'abord, c'est un enjeu de croissance économique, c'est pas devant un économiste, je vais parler de l'innovation schumpeterienne et autres, mais il y a une économie de la science qui est intéressante à étudier, qui fait bondir, je dirais littéralement, notre domaine. Par exemple, en domaine de la biologie, est-ce que vous savez qu'entre 90 et 2000, il y a eu à peu près 50% d'augmentation dans le monde entier du nombre de chercheurs? C'est absolument considérable. Les budgets ont cru. C'est devenu évidemment un instrument de puissance économique et vous voyez très bien l'investissement qui est réalisé notamment en Asie du Sud-Est. C'est en même temps, et de tout temps, un enjeu militaire, politique et diplomatique. On parle bien d'ailleurs de sciences diplomatiques. Et puis enfin, bien sûr, il y a tous les changements subtils et complexes qu'il peut y avoir entre science et industrie. Si bien que le regard des Français sur la découverte ou les découvertes scientifiques est intéressant à étudier. Comme je l'ai dit au départ, ce regard est positif actuellement. Comme vous voyez d'ailleurs, ils font confiance en quelque sorte aux scientifiques sur des grands sujets comme les transports, la mobilité, la santé, l'environnement, etc. En revanche, certains sujets restent problématiques en matière de confiance accordée par les Français aux scientifiques. Vous voyez que la génétique n'est pas très bien située, 50%, le nucléaire, l'alimentation. Alors, ceci correspond à plusieurs enquêtes qui ont été réalisées par le magazine La Recherche et par le journal Le Monde au cours des années 2011, 2012, 2013 et qui avaient été rapportées notamment au Collège de France quand j'y étais. Mais quand on les interroge plus spécifiquement sur certaines maladies, vous voyez que les Français font confiance aux scientifiques, aux médecins, aux chercheurs pour guérir le sida, le cancer, l'Alzheimer. Ils ont raison, après ce que je viens d'entendre. Mais vous voyez qu'en même temps, ils peuvent être un petit peu en dehors, je dirais peut-être, d'une réalité, dans la mesure où ils font confiance, où ils pensent qu'un jour la science et la technologie permettront de cloner un être humain, en dehors même de toute question éthique, de prévoir les catastrophes naturelles, ce qui reste extrêmement difficile à l'heure actuelle quand on en discute avec les gens qui sont spécialistes de la question. Et naturellement, ils font confiance moyennement aux grands problèmes de la planète, à savoir la famine, l'accès à l'eau, le réchauffement climatique. Alors, il y a à l'heure actuelle un certain nombre d'éléments qui font que la confiance que les Français nous accordent sont étayés, même s'il y a des controverses. Il y a deux sortes de controverses, et sont importantes à bien distinguer. Vous avez des controverses scientifiques. Les controverses scientifiques, il y en a eu tout le temps, elles sont souhaitables. Quand on parle par exemple de la controverse du géocentrisme, que vous connaissez, avec Copernic, puis avec Galilée, on aboutit progressivement, à l'aide de l'instrumentation et de l'observation, à une résolution de cette controverse. La théorie de l'évolution est un peu plus compliquée. Darwin a bouleversé un petit peu les théories avec son livre et sa réflexion sur l'origine des espèces, il y a un peu plus de 150 ans, et en mettant l'inné un petit peu de côté, si je puis dire. Mais progressivement, avec la réflexion, les études qui sont arrivées notamment sur l'épigénétique, on peut dire que, en fin de compte, la théorie de l'évolution vue par Darwin doit être modulée en fonction des dernières découvertes
et que les choses ne sont pas aussi simples que ce que Darwin avait pu l'énoncer. Pour le climat, on est dans une situation intéressante de controverse. La controverse n'est pas tellement, bien sûr, sur l'élévation de la température à la surface du globe, les océans, etc. La vraie question, c'est l'origine. Est-elle ou non anthropique? On parle d'anthropocène à l'heure actuelle. Mais là, c'est encore, je dirais, du domaine de l'hypothèse qui est fondée sur un certain nombre de données massives accumulées, de simulations. Mais en fin de compte, la preuve scientifique, la démonstration, nous ne la verrons pas, en tout cas pas moi, parce que ce sera à distance que l'on verra si les hypothèses initiales étaient fondées ou pas. Donc on arrive à un règlement des conflits qui est notre règlement à nous, scientifiques, et notamment dans le domaine médical, nous avons notre raisonnement avec le niveau de preuve, l'evidence-based medicine, ce qui d'ailleurs m'a toujours un peu fait surprendre parce que évidence en matière de médecine, c'est toujours un peu fort de café, mais en tout cas, on peut arriver à un niveau de preuve qui est plus ou moins, je dirais, important en fonction des arguments que l'on peut présenter. Mais le vrai problème qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a une certaine défiance dans les sciences, c'est naturellement les fausses controverses. Avec les fake news, les false news, je vous signale simplement, là aussi, c'est une histoire qui est ancienne. Vous vous rappelez peut-être l'émission de Orson Welles sur la guerre des mondes. Il avait repris en fin de compte le bouquin de Herbert Wells en 1938-39 et le déclenchement, la panique que ceci avait entraîné. Au passage, la panique qui a été décrite et qui habituellement se retrouve dans les journaux est exagérée. Il n'y a pas eu autant de bruit médiatique que ce qui a été dit. Mais les journaux s'en sont servis pour montrer en quelque sorte la puissance de l'information virale. Et puis vous avez bien sûr aujourd'hui le complotisme, la propagation virale des informations, tout cela mais qui nécessite évidemment que notre société réagisse. Alors elle réagit de façon intéressante. Vous avez par exemple le site Décodex du Monde qui permet une vérification des informations. Le Monde, avec d'autres journaux, appartient à une plateforme qui s'appelle Crosscheck, si je ne m'abuse, pour repérage des rumeurs, exagérations, déformations, de façon à pouvoir, je dirais, dans la mesure du possible, vérifier le plus rapidement possible une source d'information, une image, une vidéo. Donc il y a une espèce de régulation. On ne peut pas voir non plus les choses de façon purement négative, dans la mesure où s'est mise en place progressivement une régulation. Ce qui fait que, non, la fête des mères n'a pas été inventée par Pétain, je vous donne ça parce que ça fait partie des fake news qui circulent. Oui, les traitements du cancer améliorent l'espérance de vie, je vous donne un autre exemple. Mais je vous signale quand même que si vous regardez les sites de santé, c'est moyen, mais il y en a un qui est effroyable, c'est Santé Plus Magazine, qui est le site emblématique caractéristique de la malinformation sur la santé, avec des millions, réellement des millions de téléchargements à un site qui est situé hors de France. Et bon, j'en dis pas plus. Alors, peut-on avoir confiance dans les médias? Évidemment, on a après cela des réserves. On peut en avoir, d'ailleurs, regardez, c'est par hasard, un matin, l'année dernière, j'arrête la pilule de Sabrine Debusca. Bon, tout le monde peut arrêter la pilule. On peut se poser la question des raisons objectives par rapport aux raisons subjectives, stress, prise de poids, etc. Mais comme par hasard, dans 20 minutes, sur la page adjacente, je trouve une publicité, des laboratoires Boiron sur stress et homéopathie. C'est un hasard, mais quand même, vous voyez que les médias peuvent de temps en temps jouer des drôles de tours. Pas toujours. Je prends un exemple qui est quand même rassurant et intéressant, qui est celui de l'insulinothérapie. En 1921, Montagnier de Besse, comme vous le savez, découvre l'insuline, et un an après, au passage, vous voyez la rapidité du traitement par insulinothérapie chez un jeune homme, en 22 donc, un jeune homme, et vous voyez avant-après, est traité par insuline.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le premier article sur les effets de l'insuline de janvier 22 était jugé prématuré par les chercheurs. Ce sont donc les chercheurs eux-mêmes qui ont dit « Attention, on ne va pas livrer une information comme ça, il faut qu'elle soit vérifiée. » En mars 22, il est fait allusion à ce que des médecins torontois sont sur la piste d'un traitement prometteur pour le diabète, et ce n'est seulement qu'en fin 1922, l'American Medical Association dit que les résultats obtenus, et vous en voyez ici de façon spectaculaire, rappellent le boniment des enchanteurs, des vendeurs d'huile de serpent et d'élixirs miraculeux qui vantaient leur drogue sur la place du village. Vous voyez déjà qu'à l'époque, il y avait des charlatans de la santé. Mais cette fois, disent-ils, il s'agit de témoignages scientifiques, prudents et altruistes qui n'ont rien à vendre, c'est absolument véridique. Je trouve que c'est intéressant de voir comment la maturation de l'information s'est faite avec un certain temps. Certainement, à l'heure actuelle, on se retrouverait dans une accélération de la diffusion des connaissances par des médias qui n'auraient peut-être pas ce recul, peut-être pas plus non plus d'ailleurs, médecins et chercheurs, pour des raisons multiples, mais qu'on pourrait éventuellement discuter, mais qui sont en partie liées au prestige des universités, des organismes de recherche qui cherchent à pouvoir se promouvoir, les start-upers qui cherchent à exploiter au maximum ce type d'informations pour pouvoir créer un business après. Alors, on va prendre quelques controverses en médecine dans notre domaine. Je ne vous parlerai pas de la vaccination, mais quand même, je vous rappelle que l'affaire Wakefield, qui est ce médecin anglais qui a publié en 1988 dans le Lancet une association entre triple vaccination, rougeole, oreillon, rubéole et autisme, avait manifestement fabriqué des observations qu'il était déjà payé par un lobby anti-vaccin. Ce que je voudrais rajouter, c'est que ce même Wakefield, si vous regardez aujourd'hui sur Google, vous verrez qu'il y a une controverse. Même s'il a été radié de l'ordre des médecins anglais, il est dit sur Google qu'après tout, il est exact que, et donc on laisse planer le doute. J'y reviendrai. La toxicité des OGM, je vous rappelle simplement l'affaire Serralini, qui est très intéressante, parce que l'affaire Serralini, c'est, vous savez, l'administration dans des spraques d'eau lait, des rats qui peuvent faire assez facilement des tumeurs, des produits qui étaient des perturbateurs endocriniens, et donc la possibilité de pouvoir développer des tumeurs. En fin de compte, on a pratiquement complètement oublié, je dirais, le raisonnement scientifique qui mettait en doute la conclusion de l'auteur, pour déporter en quelque sorte cela sur le plan idéologique. Ça, c'est un phénomène qu'on voit assez fréquemment, c'est-à-dire après tout, la discussion se fait sur il a peut-être pas très bien fait son expérience, mais de toute façon, idéologiquement, les OGM, c'est pas bien. Alors, les statines, nous avons été avec quelques-uns de mes collègues, mais vous l'êtes tout autant, au premier plan interpellés par Cholestérol, mensonge et propagande, l'horrible vérité sur les médicaments, le bouquin d'un professeur ancien doyen, etc., etc. Et les faits, vous l'avez peut-être vu, difficile aujourd'hui à estimer, mais il y a quand même, je dirais, une possibilité, d'une part, dans cette étude danoise, d'études prospectives dans une cohorte quand même importante de patients, d'un accroissement de la mortalité et de la morbidité cardiovasculaire. Il s'agit là d'un lien. En aucun cas, on peut dire qu'il est causal, mais en tout cas, il peut y avoir une relation entre les deux. Et d'autre part, en France, il est clair qu'il y a eu une baisse de l'utilisation des statines dans la population française à la suite des déclarations qui ont été faites. Et il faut toujours se poser la question de savoir dans quelle population, est-ce que c'est des patients à haut risque, à moyen risque, bas risque, et aussi naturellement l'éducation, etc. Enfin, vous voyez bien le genre de questions qu'on peut se poser, mais il est indiscutable que de telles déclarations ont une répercussion.
Alors pourquoi ces controverses? C'est bien difficile, c'est compliqué, mais je peux vous proposer 6 pistes. D'abord, l'essence même du raisonnement médical. Ça, nous le savons. Quand nous sommes interviewés ici ou là, ou quand on doit faire un article pour le grand public, c'est difficile de faire passer l'idée du raisonnement probabiliste. Or, ici même, vous le savez, il faut quand même arriver à ce que ce message puisse passer, la notion de risque, risque relatif, risque absolu, intervalle de confiance, tout cela que nous manipulons régulièrement n'est pas facile. Et ça revient au problème de l'éducation très tôt. Et je dirais très tôt, vraiment au niveau, c'est la réforme du lycée, au niveau, je dirais, des classes dans le secondaire, au minimum. On a en outre, d'après un certain nombre de sociologues, un passage, une période de transition, en quelque sorte, sur l'idée que les produits que nous fabriquons nous-mêmes sont mauvais par rapport à ce que la nature peut nous donner. Et c'est peut-être une des explications d'ailleurs qui fait que nous nous tournons vers des médecines entre guillemets naturelles par rapport aux produits chimiques ou même aux anticorps que nous pouvons fabriquer. La France a une méfiance qui lui est assez particulière en passage vis-à-vis des institutions. Elle est historique, elle ne fait que se renforcer à l'heure actuelle. Je vous ai parlé de cette déportation en quelque sorte de la posture scientifique vers une posture idéologique. Et tout ce dont nous parlons implique des enjeux personnels en type de gloire, de réputation, de promotion, de carrière et des enjeux financiers. Et bien entendu, mais tout le monde le sait, et les jeunes le premier, la diffusion est virale, incontrôlable de toutes les informations toxiques sur les réseaux sociaux. Alors, le doute. Il faut du doute, indiscutablement. C'est une vertu indispensable pour pouvoir progresser. Est-ce qu'on pourrait admettre qu'un chercheur ne soit pas régulièrement à douter de ses résultats? Ceci est évident pour éventuellement réviser ce que l'on a cru être un moment la vérité. Mais ce n'est pas le scepticisme. Et comme le disait Claude Bernard, le scepticisme ne croit pas à la science, il croit à lui-même, il juge que tout est opinion et que toutes les opinions se valent. Claude Bernard dit toujours, le douteur est le vrai savant, il doute de lui-même et de ses interprétations, mais il croit à la science. Je pense que c'est important de bien distinguer les deux, parce qu'il me semble qu'à l'heure actuelle, avec la diffusion des informations, leur multitude, leur rapidité, leur complexité, eh bien, il est très très difficile de faire, bien entendu, la part des choses, et un certain nombre de nos concitoyens ont une espèce de sentiment de scepticisme à bas bruit, je dirais, qui se répand, qui fait que, oui, on m'a dit ça, alors, notamment pour l'alimentation. Si on regarde les informations sur l'alimentation, un jour on va avoir le café, les oméga 3, les ceci, les cela, et à chaque fois, sans aucun contrôle, la personne qui vous donne l'information vous dit que vous pouvez gagner 5 ans d'espérance de vie en changeant le thon pour la sardine ou Dieu sait quoi. C'est complètement fou. Et comment voulez-vous que le public s'y ressorte? Moi, je pense que c'est très difficile. En plus, la science peut être instrumentalisée. L'exemple le plus caricatural est naturellement l'instrumentalisation de la science par les cigarettiers. Quand il a été démontré que le tabac était un facteur de risque majeur, indépendant, les cigarettiers l'ont nié. Quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas le nier pour le tabagisme actif, ils ont nié toutes les études qui avaient attrait au tabagisme passif. Pour ce faire, ils ont créé un centre de recherche, Tobacco Industry Research Council. Alors là, ça fait bien. Effectivement, ils avaient des gens qui étaient très bons, qui regardaient toute la littérature, qui étaient extrêmement formés à l'argumentation et qui connaissaient les stats, et qui donc ont littéralement, je dirais, mis le doute, en disant d'ailleurs qu'eux, ils faisaient la sound science, la bonne science, par rapport à la junk science que faisaient les académiques, la science pourrie. Et même, il y avait des officines qui ont cyniquement exploité le doute
en disant que notre produit, c'est le double parce que c'est le meilleur moyen de concurrencer le corps de fait qui existe dans le grand public. Et donc, il y a eu une alliance, je dirais, extrêmement pernicieuse entre l'industrie du tabac et les publicitaires et ces agences-là. Lisez Les marchands de doute, La démocratie des incrédules, vous serez édifiés. Et ceci va dans d'autres secteurs, naturellement, avec cette idée qui, pour moi, me pose problème parce que c'est une négation, si vous voulez, de l'esprit critique scientifique, cette idée qu'il reste un doute, il y a une incertitude, on ne sait pas, le lien n'est pas causal, mais d'ordre probabiliste, qui fait que nos concitoyens sont désarçonnés. Ils peuvent l'être aussi. Regardez la couverture de Books du mois d'avril dernier, où on voyait la Statue de la Liberté qui est en train de sombrer, parce qu'on se pose des questions sur est-ce qu'il faut croire les scientifiques en biologie, en médecine, en psychologie, en économie et pour le climat. Et effectivement, quand on interroge les Français pour savoir s'ils ont plutôt confiance ou pas dans les scientifiques, pour dire la vérité, cette fois-ci, il ne s'agit pas des progrès qui peuvent être accomplis, mais est-ce que nous, scientifiques, nous disons la vérité quand nous parlons des énergies nouvelles, des cellules souches, du réchauffement climatique, des nanotechnologies, du nucléaire et des OGM? Et vous voyez qu'il y a là une absence de confiance dans notre parole. Donc nous sommes directement interpellés dans cette enquête qui a été, ou dans ces enquêtes qui ont été réalisées récemment. Alors ceci va de pair avec votre gentille introduction qui est qu'effectivement on recycle les vieux et donc on m'a recyclé dans l'intégrité scientifique en 2016 en me demandant, et j'ai accepté volontiers, même si honnêtement je n'avais pas d'intérêt particulier à cela. Dieu merci, mon labo n'a jamais eu de problème d'intégrité ou de manquement à l'intégrité scientifique. Mais je me suis rendu compte que d'abord, oui, il y avait un certain pourcentage très difficile à évaluer, mais d'articles publiés annuellement qui sont frauduleux. Quand on demande aux chercheurs s'ils ont des pratiques frauduleuses, leur réponse varie. D'abord, ce sont des enquêtes comme ça, je dirais, elles sont américaines. Il n'y en a pas en France de sérieuses, à ma connaissance, du tout. Et quand on leur demande s'ils ont fait des petites entorses à l'intégrité scientifique, ils disent oui. Mais quand on leur demande « et votre voisin de paillasse ?», ils disent « ah oui, oui ». Donc prenez les chiffres avec beaucoup de précaution. Ils ne veulent dire peut-être pas grand-chose. Néanmoins, le directeur du Lancet assène qu'une bonne partie de la littérature scientifique, peut-être la moitié, est tout simplement fausse quand même. Il faut voir, si vous voulez, le poids que ça représente, et vous avez certainement suivi un certain nombre d'affaires qui, à l'heure actuelle, malheureusement, sont en cours de traitement. La France n'a pas été extrêmement rapide pour mettre ça en place. Les États-Unis l'ont été dans la mesure où le Congrès américain a été interpellé par le public qui a dit « mais attention, là vous fraudez, ou il y a des fraudeurs, et qu'est-ce qui paye ?» Et à ce moment-là, ça déclenche une réaction avec évidemment un office d'intégrité scientifique, puis un Office of Research Integrity en 92. En France, l'INSERM a été le premier organisme à créer une délégation à l'intégrité scientifique qui, je le rappelle, n'existe toujours pas au CNRS. Il y a des chartes, bon, les chartes on peut en faire. Il y a une charte française qui est importante, qui est la charte nationale de déontologie des métiers de la recherche. Et le rapport qui m'a été demandé de faire, dont je vais dire simplement deux mots, c'était simplement de mettre en œuvre un certain nombre, enfin de proposer, pardon, un certain nombre de mesures qui accompagneraient en quelque sorte la charte nationale des métiers de la recherche. Alors souvent les rapports sont enterrés, et bien celui-là pas. Donc si on vous demande un jour un rapport et que ça vous semble peu vraisemblable que vous se rendrez service, vous pouvez avoir la chance de voir que le rapport, là en l'occurrence, a fait l'objet d'une lettre circulaire du ministère juste avant le changement de gouvernement
Et pratiquement sur les 16 mesures, toutes les 16 mesures, je dirais, sont plus ou moins appliquées. Avec notamment, je dirais, une participation de l'Université de Bordeaux. C'est pas parce que je suis ici que je le dis, mais réellement Bordeaux a été leader. Vous avez un MOOC ou l'équivalent d'un MOOC qui existe à l'heure actuelle. Et un certain nombre d'universités, mais particulièrement celle-là, ont joué un rôle dans le fait de nommer quelqu'un pour l'intégrité scientifique et de procéder à un certain nombre de mesures pour, lorsqu'il y a une allégation, de les traiter de façon aussi complète que possible. Alors, les principales propositions sont, d'une part, que chaque établissement adopte les principes de la charte de déontologie, que chaque établissement d'enseignement supérieur, université, organisme de recherche nomme un référent intégrité scientifique qui soit joignable facilement si quelqu'un a une suspicion de manquement à l'intégrité scientifique. Nous avons souhaité que les projets de recherche qui sont déposés à l'ANR ou ailleurs, comme c'est d'ailleurs le cas à l'Europe, soient, s'ils sont financés, soient effectués dans des universités ou des organismes qui ont clairement mis en place une politique d'intégrité scientifique. Et 5 ans après, lors de l'évaluation de l'HCERES, on regarde si effectivement la politique d'intégrité scientifique est bien mise en place. Et enfin, nous avons suggéré, avec d'ailleurs l'ensemble des directeurs d'organismes qui étaient intéressés et par la conférence des présidents d'université, la création d'un office français d'intégrité scientifique dont les principales missions, c'est d'être une structure transversale qui permet ainsi d'avoir une réflexion, je dirais, plus globale, d'être un observatoire des cas qui peuvent se présenter, de pouvoir donner aux différentes institutions des outils de formation, car la formation est absolument essentielle. Elle a été rendue obligatoire au niveau de l'école doctorale, formation en intégrité scientifique et à la déontologie, de même qu'à l'éthique. Voilà, je termine simplement. Bon, il faut arriver à conforter la confiance dans la science. Il y a un certain nombre de mesures et surtout de réflexions. Je n'ai pas le temps de rentrer dans l'une d'entre elles, mais on peut parfaitement en discuter tout à l'heure si vous le souhaitez. En tout cas, je crois que c'est un problème de société qui nous interpelle. Nous pratiquons une science à laquelle nous croyons. Nous la faisons de façon aussi honnête que possible. Il faut que nous transmettions cela à nos plus jeunes. Ça n'est pas aussi évident qu'il y paraît, étant donné les contraintes et les pressions auxquelles ils sont soumis. Et d'autre part, il faut bien savoir que c'est un problème de société. Nous sommes scrutés par nos concitoyens qui attendent beaucoup de nous. Voilà, merci.